Salut, c'est Aka de Kaline. Aujourd'hui, petite vidéo sans prétention. On va faire la maintenance, une opération de maintenance sur le DR 650. Donc, à savoir remplacer l'embrayage. À quoi on reconnaît un embrayage fatigué? Ça va être très simple en fait. Tout simplement, lorsque je vais accélérer, je ne vais pas prendre de vitesse, mais je vais voir mon contour monter. Donc, le moteur va prendre des tours, mais la vitesse du véhicule ne va pas augmenter. Alors, c'est pas forcément synonyme d'embrayage fatigué. Ça peut être le câble d'embrayage qui est mal réglé. S'il est trop tendu, ça va légèrement patiner, donc ça va favoriser ce patinage justement de l'embrayage. Ça peut être une huile dont la qualité ne correspondrait pas à la norme, qui aurait notamment des additifs anti-friction trop importants. Vu que ce sont des embrayages qui baignent dans l'huile sur les motos, si on n'a pas de friction, l'embrayage n'accroche pas, et donc ça patine. Moi, dans mon cas, j'ai déjà tout vérifié sur le DR de ce côté-là. Et donc, j'ai changé d'huile, j'ai bien refait mes réglages de câble, et rien à faire, ça patine toujours. Pour gagner du temps, j'ai déjà démonté le sabot moteur, la pédale de frein, ainsi que le cale-pied. J'ai également retiré le câble d'embrayage. J'ai fait la vidange il n'y a pas longtemps sur la moto, donc j'ai pas envie de me faire chier à vidanger l'huile. Donc je vais faire une astuce qui consiste tout simplement à venir faire coucher la moto sur son flanc gauche. Comme ça, l'huile va rester au fond du moteur et je vais pouvoir procéder à mon changement tranquillement, sans vidanger. Avant de monter un embrayage sur une moto, il est conseillé de laisser... alors, je vais des données très valables, moi je pars sur 24 heures, comme ça je suis sûr. Donc laisser baigner les disques garnis pendant 24 heures, histoire qu'ils s'imprègnent bien de l'huile et qu'ils puissent faire au mieux leur boulot. Et donc voilà, la moto est à terre. Je ne l'ai pas précisé avant, mais si vous pouvez, le mieux c'est quand même de vider le carburateur, de fermer le robinet. Et si possible de ne pas avoir le réservoir trop rempli, afin d'éviter d'avoir une fuite d'essence. Lorsqu'on utilise cette technique, c'est quand même préférable. Mais donc voilà, elle est couchée. Donc là, la suite, ça va être tout simplement de retirer l'ensemble des vis qui font le tour du carter. Également débrancher ces deux durites liées au radiateur d'huile. Petit détail important que je vous remontrerai, toutes les vis ne sont pas à la même dimension. Donc, deux possibilités. Soit vous partez de 12 heures par rapport au moteur, et vous faites dans l'ordre, et vous venez planter les vis au fur et à mesure dans un carton. Soit si vous êtes vraiment consciencieux, vous avez le temps, ou vous avez peur de vous gourer par cette technique-là, parce que, je sais pas, il n'y aura pas de vis à 12 heures, où c'est plus sûr sur laquelle vous commencez. Vous prenez toujours un carton, vous dessinez grossièrement la forme du carter et vous venez planter les vis aux endroits qui correspondent à leur emplacement. L'ensemble des vis ont été retirés, donc j'ai suivi dans l'ordre hein, comme indiqué, anti-horaire. Juste concernant les deux durites là, c'est deux petites vis spécifiques, donc des BTR en bas et des boulons en haut, que j'ai mis à part dans un bol aimanté, j'ai pas besoin de les repérer. Autre spécificité, cette vis centrale. Donc là, par rapport à mon organisation, je l'ai mis à part, en bas. Je sais ce qu'il en sera, du coup, hein, je connais sa position. Je me dis que ça peut peut-être davantage illustrer mon propos quand je vous parle de différence de taille de vis. Vous pouvez voir ici que les vis n'ont absolument pas la même longueur. D'où l'intérêt de procéder à ce démontage via un ordre méthodique, afin d'éviter tout souci au remontage après. Donc, la note carter n'est plus maintenue. Cependant, si je tire dessus, il va pas venir. En général, c'est toujours collé. Donc, on va prendre le maillet qui va bien et on va tapoter de manière à le décoller et pouvoir le retirer. Tapoter par là. Encore comme par ici, on dirait. Et voilà, c'est tout bon. Donc voici la bête une fois le joint retiré. On voit un peu mieux ce qui se passe. Petite particularité très importante sur les DR 650. Donc ils vont du SP41 au SP45. Normalement c'est corrigé sur le SP46.
il est très important lorsque vous faites votre remplacement d'embrayage de changer ce joint torique là, d'accord. Ce joint torique va en fait se retrouver ici en bout de vilebrequin. Son surnom c'est le joint de la mort. Pourquoi? Parce que c'est un joint qui va se dégrader et s'il n'est pas remplacé, une fois dégradé, il va entraîner une fuite d'huile. Fuite d'huile égale perte de pression, sachant que ce moteur là aurait déjà des problèmes de pression d'huile à bas régime de ce que j'ai compris sur les forums. Qui dit perte de pression dit mauvaise lubrification du moteur. Et donc ça explique tous les soucis de moteur qu'on a pu entendre sur ces modèles-là jusque 93 si je dis pas. Apparemment après le joint aurait été remplacé, ça aurait été amélioré. Dans le doute, remplacer le joint, c'est pas ce qui ruine le plus dans un embrayage et ça évite bien des problèmes. Je vous mets ici, montre ici, je vous mets ici la référence. Ça peut peut-être servir, j'ai un peu galéré perso pour le trouver. Enfin, j'ai galéré, j'ai dû demander gentiment sur les forums de traillistes pour être certain, vu que j'étais pas sûr, on trouvait difficilement les informations sur les forums de DR. Prévoyez donc également une pochette de joint, d'accord. Enfin, un joint papier pour le carter. Après, donc soit vous achetez séparément, soit vous achetez en kit. Donc les disques garnis qui sont déjà en train de baigner, je peux pas vous les montrer. On va retrouver également des disques lisses, d'accord, qui sont déjà pré-huilés, où il n'y a pas besoin de les faire baigner. Et des ressorts, donc dans mon cas, qui sont renforcés de 15%. Donc on verra ça à l'usage, ce que ça change. Vraiment c'est plus pour l'usure. Autre particularité, si comme moi, vous décidez de coucher la moto pour vidanger, vous risquez d'être emmerdé pour démonter l'ensemble. Une solution en fait qui va être tout simple, ça va être tout simplement d'acheter l'outil adéquat pour procéder au démontage. Hein. Donc pour ne pas citer, là on est sur un outil EBC, référence CT029. Une solution existe si jamais vous faites votre vidange pour vous passer de cet outil. Je vous laisse vous faire vos propres avis sur ce qui en est. Mais en ayant les bécanes debout, en passant la 5e vitesse et en mettant le frein, ça suffirait pour avoir un maintien suffisant de l'ensemble pour le démontage. Pour poursuivre le démontage, je vais donc retirer ce plateau ici, ce plateau de pression. Donc je vais desserrer ça, puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc l'ensemble est desserré. Petite précision que j'ai pas apportée, dévisser en croix, d'accord, afin de répartir la force. C'est un plateau de pression, donc il va petit à petit s'écarter, il va relâcher les disques. Là, vous va commencer à avoir du jeu entre eux, vous voyez, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc pour pas vous retrouver avec un plateau en biais, afin de tout déglinguer et puis vous compliquer le démontage, faites-le au fur et à mesure en croix, de manière à mieux répartir les forces des ressorts. Donc ça se retire tout simplement comme ça. Je vais mettre de côté. Voilà. Donc voilà, là je vais pouvoir passer au centre mon écrou. Donc j'ai pas de dimension, c'est assez gros. Au moins 24 je dirais comme ça. Je vais prendre les mesures et je vous confirme ça. Bon, alors que j'étais en train de vérifier la taille de l'écrou, je sais pas si vous voyez, mais ici la rondelle est légèrement pliée. Elle a été rebiquée de manière à bloquer l'écrou, donc forcément, avant de démonter, il va falloir redresser ça, sinon je vais pas pouvoir avoir une bonne prise sur mon écrou. C'est fait, donc là ma douille passe bien. Donc quand je vous ai dit 24, j'étais complètement à côté de la plaque, on est carrément sur du 32. Donc je vais essayer dans un premier temps à la pétoire. Allez, prions. Bingo. Alors ensuite ce qui est recommandé, c'est d'arriver à choper la pile de disques au complet avec le plateau ici. Pas sûr d'y arriver. On va essayer de faire ça. Voilà. Voilà. Ok, donc d'après la revue technique, on va pouvoir en gros virer tous les disques. Il faut que je récupère ces disques là, j'en ai deux. Donc il y en a déjà un qui est resté au niveau de la noix, donc je sais plus le nom, c'est des cales. Une conique et une droite qui doivent être portée comme ceci. Et d'après la revue technique, je dois avoir en fait cet espace entre les deux, d'accord, puisque la seconde cale est conique.
Je dois donc mettre en premier le disque de taille différente. D'accord, donc si je me souviens bien, c'est le plus épais. Si j'ai pas de conneries, je vous confirmerai ça. Voilà, donc une fois qu'on a mis le disque le moins épais, hein, qui est celui en gros qui permet d'avoir les cales qui passent juste en dessous de lui, on vient intercaler après un disque lisse, un disque garni, un disque lisse, un disque garni. Il n'y a rien de compliqué, hein, il suffit juste de respecter l'ordre. Et donc on continue ainsi jusqu'à empiler la totalité des disques dont on dispose. Une fois que tous les disques ont été empilés sur la noix, on vient également y rajouter le plateau de pression, d'accord. On a veillé à ce que tout soit aligné et on vient réinsérer le tout dans la cloche. Donc pas hésiter à légèrement jouer sur le pivot au niveau des disques afin de favoriser l'introduction au sein des différentes cannelures. Ok, donc les dynamos réglés. J'espère que ça va le faire. Forcément, il fallait s'y attendre. Ok, donc je vais vérifier le couple de serrage. Normalement, c'est entre 4 et 6 dk Newton. Donc je me suis mis entre les deux. On va voir si j'arrive à faire ça. Voilà, c'est serré. Parfait. Donc surtout, pas oublier de redresser la rondelle. Je mets un chiffon assez épais pour pas marquer les bords. Donc maintenant on va remettre gentiment le ressort. On va revisser le plateau de pression, donc toujours en croix. Ok, maintenant que c'est fait, et avant de l'oublier, je vais donc retirer les deux vis qui se trouvent ici et changer mon joint de vilebrequin. Mon carter a été bien nettoyé dans l'ensemble. Donc j'ai utilisé un petit tournevis électricien que j'ai, un modèle basique que vous trouvez dans le commerce, comme celui-ci, qui m'a permis de très bien gratter. Problème, c'est que ça gratte très bien, des fois ça laisse même des traces sur le plan du joint du carter. Donc bah, pas de souci hein, quand ça fait ça, en passant de la laine d'acier, il n'y a pas de problème, ça corrige le tir. Une petite astuce après, si jamais vous faites une rayure sur le plan et que vous souhaitez corriger la laine de fer, c'est déjà de poser l'aimant d'un côté. Par exemple, si je dois ici passer la laine de fer ou d'acier, je vais poser mon aimant comme ceci, de manière à que les débris de laine qui vont sauter lorsque je vais frotter soient directement capturés par l'aimant. Ça évitera de me trouver un peu partout et surtout dans le moteur. Ok, donc le plan de joint a bien été nettoyé, hein, nickel. C'était assez long. C'est même ce qui aurait été le plus long durant ce changement d'embrayage. J'ai oublié de relancer la caméra du coup, mais j'ai posé le joint. Rien de spécial, hein, vous prenez votre joint, vous le superposez de manière à ce que ça corresponde. Là ici vous avez une bague de centrage, et une autre ici qui est encore sur le carter. Dans la repose, attention à pas y aller comme un bourrin pour pas abîmer notre ami le joint de la mort. Hein. Très important, si jamais vous l'abîmez, je rappelle c'est une casse moteur, donc je viens gentiment le retourner, essayer de faire correspondre donc au niveau des bagues de centrage. Donc j'en ai une en haut qui est encore positionnée, voilà, et une en bas à placer comme ceci. Écoutez, impeccable. Hop, voilà, attention du riz qui peuvent peut-être bloquer un petit peu. Voilà. Le maillet. Gentiment tapoté. Et le tout est bien enfoncé. Et à partir de là, eh bien, on va profiter du carton qu'on avait préparé en amont avec toutes les vis. Et on sait que, eh bien, ici, je pars de 12 heures. Et qu'ensuite, je continue dans le sens anti-horaire.
avec ma vis inférieure qui correspond à ma vis centrale. Voilà. Une fois avoir mis les vis en contact, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais le serrage se fait en croix. C'est très important, ça va permettre de mieux répartir la force exercée sur le carter afin d'éviter une éventuelle déformation. On va pas oublier donc nos durites. Alors bien sûr, normalement, ce sont des vis qui se serrent au couple. Malheureusement, dans mon cas, je n'ai pas de clé dynamo qui me permet de serrer des couples aussi faibles que qu'impose ce type de vis là. Donc, en général, j'impose le principe du contact plus quart de tour. Ça suffit largement. Donc là, je vais passer vite un petit coup de propre sur les alentours, puis je vais enfin pouvoir redresser ma moto. Une fois cette dernière redressée, eh bien naturellement, je vais pouvoir remettre mon système de frein, je vais pouvoir remettre mon cale-pied, je vais également pouvoir remettre donc, voilà, le câble d'embrayage, je vais raccorder de nouveau, et procéder à son réglage. Rien de compliqué, hein, le réglage, il suffit de respecter le jeu qui est imposé à la garde par la revue technique. Et après ça, je serai bon pour un essai routier. Essai routier qui n'aura pas lieu aujourd'hui, puisque j'ai la joie, le plaisir et le privilège d'habiter en Picardie, que nous avons de la pluie tous les jours en ce moment. Donc, c'est pas forcément les meilleures conditions pour essayer cet embrayage. Surtout que les pneus sont un petit peu vieux, donc j'ai plus de chances de patiner de la roue que de l'embrayage. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et surtout à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Est-ce que ça a répondu à toutes tes questions pour toi-même faire cet embrayage? Sachant que l'embrayage sur les DR 650 n'a rien de révolutionnaire. On retrouve ce système-là, ou du moins assez semblable sur toutes les motos qui ont des systèmes d'embrayage à disques, à multiples disques, donc qui seront trempés dans l'huile. Après, il existe d'autres systèmes, mais celui-là, je pense pas me tromper en disant que c'est le système majoritaire en moto. Et que, hormis quelques détails, quelques vis, voilà, ne serait-ce comment dévisser, par exemple la noix, dans l'ensemble, ça reste les mêmes montages. Donc surtout, dis-moi en commentaire, quand on sait c'est facile. Si tu es quelqu'un qui sait pas, n'hésite pas à me dire, bah non en fait là mon gars t'as oublié de ça et moi je vois pas trop comment je peux faire. Ça m'intéresse. Également si tu es connaisseur, n'hésite pas à me dire si tu connais des trucs, des astuces qui auraient pu faciliter certaines opérations. Je pense par exemple au grattage, qui est une vraie plaie. Si tu as tes trucs de pro, je suis preneur, ça peut servir à tout le monde, ça peut que aider. Après alors attention, hein, je fais ce type de vidéo là, mais c'est pas pour autant que j'abandonne les autres. C'est-à-dire, on continuera quand même à partager avec vous nos aventures. C'est le but principal. C'est juste là encore quelque chose de plus à partager avec vous qui me tient à cœur. Un sujet de plus de discussion. C'est pas pour autant, comme je vous disais, donc on continuera de partager nos aventures, notamment celles qui vont venir avec ce DR là. Et également le DR de ligne qui est par là-bas, qui est complètement désossé. Là, je suis en train de régler aussi. Ça fera l'objet d'une vidéo. On verra ce que ça donne. Donc n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite des réparations, la suite des travaux, la suite de la maintenance et surtout la suite de nos aventures. Allez, salut, à la prochaine.